bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Madame, Messieurs, l'admirable de ce soir a fait de cette pensée sa vie. Je vous la présente. Elle est Miss francophone 2018. Elle est née le 29 novembre 1997, ici même à Kinshasa. Déterminée, ambitieuse, mais surtout sociable. Elle a fait sien les combats des autres, des combats aussi coûteux que difficiles. Mais pourquoi ce choix? Comment elle s'y prend? Nous le saurons dans cette émission. Je suis en train de parler de la présidente de l'ONG La Voix de Drépanocytaires, Kate Ngwanda. Bonsoir. Bonsoir, Madame Emeline. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va bien, la maman des Drépano, comment vont les enfants? Eh ben, ils vont bien, ils tiennent, donc voilà, ils vont bien. Alors, plusieurs personnes admirent exactement ce que vous faites aujourd'hui. On sait que, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce sont des combats très difficiles, très coûteux, mais surtout qui peuvent être... vous voyez, ça heurte le cœur, vous voyez. Alors, nous voulons vraiment savoir qui est Kate, comment elle a commencé, pourquoi elle a basculé dans ce domaine-là. Mais avant tout, quel a été le genre d'enfance que vous avez eu? Alors, je commence par le genre d'enfance que j'ai eu. Alors, née en novembre 1997, à Kinshasa, j'ai eu une enfance très belle, je dirais, très belle, parce que j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, de ma famille et de tous les proches de la famille. Mais en fait, je dirais que j'ai eu, c'est une petite confession, c'est que j'ai parlé très en retard. Ok. Donc, à quel âge à peu près? J'ai parlé correctement, je pense à partir de 10 ans, correctement. Parce qu'en fait, je passais toute mon enfance à être... je bégayais en fait. Ok. J'ai bégayé toute l'enfance. Et il y avait ma sœur qui faisait le rôle d'interprète. Ok. Donc, Moïse et Aaron. Exactement. Donc du coup, au début, quand je suis née, quand l'enfant doit parler normalement, moi je ne parlais pas parce que je bégayais. D'abord, je ne sortais pas correctement les mots. Et donc les parents craignaient un peu, mais qu'est-ce que sera cette fille? Et du coup, il y avait ma sœur qui tout le temps était là quand je dois prononcer un mot et que je ne suis pas en mesure. C'est elle qui interprète. Non, c'est ça qu'elle veut dire. Ok. Et du coup, ce qui a fait de moi une enfant assez spéciale, parce que je pleurais beaucoup aussi. Je pleurais beaucoup en tout cas, beaucoup toute mon enfance, mais toute gentille. C'était à cause de ce problème ou c'était juste naturel? Naturellement, j'étais très émotive. Je le suis encore. J'étais très émotive, sensible. Et voilà, donc du coup, je pleurais pour tout et pour rien. Et comme j'étais un peu la chouchou de maman, et donc du coup, elle était tout le temps en train de me cajoler. À l'époque, j'étais la cadette. Je voulais bien rester cadette. Donc, avec l'amour, l'attention et le reste faisait de moi une enfant qui tout le temps devait être victime et pleurait. C'était positif parce que je recevais beaucoup trop d'attention. Et ça ne dérangeait pas à l'école, les amis à l'école, ils ne se moquaient pas de vous par rapport à ce problème-là? Je dirais plutôt que je n'ai pas subi, ça n'a pas créé en moi un complexe parce qu'en fait, j'ai reçu beaucoup d'amour de ma famille. Comme je disais, je viens d'une famille où on s'adore. Ah, ça c'est très important. C'est très important, on s'adore. Mon père qui adorait ma mère parce qu'elle n'est plus et les deux nous adoraient. Et donc il n'y avait aucune discrimination, aucune stigmatisation dans la famille. On nous aimait tel que nous étions et les parents nous ont inculqué cette phrase pour dire qu'il n'y a pas meilleur que vous. Donc vous êtes les plus belles et les plus intelligentes, ce qui est de bien se trouve en vous. Ce qui faisait que les regards des gens, et ben, j'étais en plus petite, donc j'ai pas subi de complexe à l'école ou partout ailleurs. Parce que pour moi, c'était une qualité de me faire cajoler parce qu'on me disait non, elle parle pas beaucoup. Et donc, du coup, elle fait que pleurer et tout, voilà. Et vous recevez toute l'attention de la famille. Exactement. Alors, quel a été votre rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant, j'en ai eu beaucoup quand même. En étant enfant, j'en ai eu beaucoup. Je voulais être médecin. Je voulais être médecin et sauver les vies. Parce que oui, depuis toute petite, je voulais vraiment sauver des vies. Je voulais être là au chevet des personnes vulnérables. C'est ce que je voulais. Donc, je voulais vraiment être médecin. Et ensuite, j'ai voulu être avocate aussi. Toujours dans le but de sauver. Donc, dans chaque catégorie, mais je voulais quand même être celle qui apporte un plus, une plus-value dans la vie des autres, en fait. Mais quand j'ai grandi, je suis allée faire, je voulais faire la scientifique. Mon père m'a dissuadée parce qu'il m'a dit, quand j'ai commencé à parler, en fait, parce que toute mon enfance, je n'ai pas parlé correctement, et quand j'ai commencé à parler, et ben, c'était
une vitesse et une rapidité incroyable. Je dirais un rattrapage de toutes les années où j'ai pas parlé correctement. Je commence à parler très vite, c'est ce qu'on me reproche souvent. Parler rapidement et beaucoup. Et ensuite, mes parents disent, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Elle a parlé en retard, donc c'est un rattrapage. Ce qui fait que, par ma façon de parler, mon père voulait que je sois en front, que je sois dans une vitrine, donc celle qui expose, présente, celle qui parle plutôt que d'être médecin. Il voyait en moi le côté marketing, et tout ça là. Et comme tout parent qui oriente les enfants, il m'a proposé, je ne dirais pas qu'il m'a imposé, parce qu'on vient d'une famille où les enfants sont entendus, les avis sont considérés. Ça donc, aussi, c'est très important. Voilà, les parents nous faisaient souvent asseoir pour nous dire, écoutez, on a tel projet, et donc qu'est-ce que vous en pensez? Une par une, en fait. Parce qu'il n'y avait que des femmes au début, et donc c'était comme ça. Et du coup, j'ai dû aller faire le latin philo. Ok, alors quel est le souvenir que vous gardez de votre enfance? Ce qui vous a le plus marqué? Positivement ou négativement? Le 2, ça va. De positif, je dirais que c'est vraiment l'amour et le soutien de ma famille. C'est des souvenirs que je n'oublierai jamais parce que toute petite, je voyais comment on s'entraide dans notre famille et c'est vraiment l'une des choses clés, hormis la parole de Dieu, qui est au centre bien évidemment. Se soutenir et s'aimer, ça va au-delà de tout. On perd toujours que l'amour l'emporte. Donc c'est vraiment un très bon souvenir des bons moments passés en famille. Parce que je suis trop fameuse, vous allez remarquer. Ok. Alors négatif? Négatif, c'est que j'étais maladroite. Ok. J'étais très maladroite. On m'avait surnommée en lingala maman Mikoïsa Koïsa quand j'étais petite. Parce qu'en fait, tout ce que je pouvais laisser tomber tout un carton de verre. Très maladroite, une maladresse, mais hors pair. Donc vous laissez toujours des signes lorsque vous passiez? Toujours. En fait, même quand tu veux passer inaperçu, eh ben, tu vas laisser tomber quelque chose et on va dire, ah, c'est elle. Tout de suite, on sait que c'est elle. C'est pas une autre personne. Alors, on arrive à l'université. Qu'est-ce que vous avez fait? À l'université, c'est très drôle quand même parce que je suis diplômée d'État en latin philo et j'arrive à l'université pour faire le droit. Mon père, une fois de plus, il intervient. Il est intervenu pour m'orienter vers l'économie. Je ne voulais pas les maths. Et je vais m'inscrire à l'UPC où j'ai justement étudié. Avec mon père qui me soutient, il me dit, écoute, tu vas faire le droit. J'ai dit, ok papa, je vais faire le droit. Je m'inscris en droit. Et je rentre à la maison, il me dit, parce que chez nous, nous avions une règle, c'est que tu ne reprends jamais de classe. Tu reprends des classes, tu n'étudies plus. Donc c'était ancré en nous, on ne pouvait pas reprendre des classes. On avait mon papa qui me dit, je te conseille de faire le droit parce que l'économie, parce qu'en te voyant, l'économie, c'est une faculté qui est assez diversifiée et donc tu as la possibilité de travailler dans n'importe quel domaine et en te voyant tu aimes parler, j'aimerais bien que tu sois dans une banque et tout le reste. Et tu te souviens quand tu étais petite, une fois tu m'as dit papa j'aimerais bien être banquière. J'ai dit oh. Il me dit papa, mais je saurais pas. Il me dit bah si t'échoues, je repérais le fois. J'ai dit mais papa la règle c'était que on ne reprend pas. Il dit cette fois je te l'accorde. Je m'inscris donc je change d'inscription, le droit. Ensuite 2 jours après je vais m'inscrire en économie et donc j'avais le droit de reprendre. Mais la première année je suis passée, mais avec 65%. Pour moi, c'était énorme parce que je revenais de latin philo. Et donc, je suis, du coup, licenciée en économie monétaire. Ok. Et une faculté que je ne regrette pas. À ce niveau-là également? Je n'ai pas eu de difficultés. Au début, oui, parce qu'entre les comptes 40, etc., je venais de latin philo, rien à voir. Mais après, je me suis très bien adaptée. Ce qui a fait que j'ai remercié mon père et ma mère parce que ma mère aussi voulait la même chose. De toute façon, ce que ma mère veut, c'est ce que mon père veut. Et donc, je leur ai dit merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai pu faire cette faculté. C'est la meilleure pour moi. J'aimerais bien que tous mes enfants fassent l'économie aussi. Alors, parlons de cette expérience de Miss. L'enfant qui rêvait être médecin, avocate, se retrouve à être Miss francophone Afrique. Quelle a été la motivation? Comment ça se passait? Comme je vous ai dit au début, que j'ai eu beaucoup de rêves d'enfance, assez complexes, mais j'en ai eu beaucoup quand même, notamment être une ambassadrice. C'est une chose que je voulais aussi. Quand j'étais petite, à l'école, je voulais toujours être une fille qui se démarque, pas seulement par la prestance, l'apparence, mais aussi par l'intelligence, ce qui a fait de moi une fille intelligente à l'école. Mais aussi, je voulais aussi me démarquer un peu sur être dans tout ce qui est culture, tout ce qui est... je précise que quand j'étais élève, j'étais première ministre de mon école où j'ai étudié au MEPCO. J'étais membre du gouvernement, je commençais par être ministre de communication, ensuite ministre des finances, et en 5e, 6e, première ministre. Première femme à être première ministre à l'école où j'ai étudié.
Et donc, même à l'école, je voulais participer dans tout ce qui était organisation des activités. J'en faisais partie. Nous organisions des fêtes et je voulais toujours être celle qui est l'ambassadrice et le reste. Donc, je voulais représenter une marque, mais vraiment une nation. Je voulais faire quelque chose de Fifi, mais où on s'est retrouvé le côté intellectuel. Je voulais un peu concilier deux mondes. Exactement. Voilà, je voulais joindre un peu l'utile à l'agréable. Alors, vous êtes à la maison, c'est quelqu'un qui vous contacte, vous-même vous décidez de prendre la décision? Je suis à la maison, je me souviens, je regarde la télé et je tombe sur une pub. Non, je me souviens, il n'y avait plus d'abonnement ce jour-là, Canal+, et ce qui a fait que je suis allée sur les chaînes locales. Et je tombe sur une pub, je me dis, tiens, Miss Francophone, intéressant, parce qu'en fait, connaissant mes parents, je n'avais aucun droit d'aller à Miss Vodacom parce que pour eux, il y avait tous les stéréotypes des Miss, tout ce que vous savez. Et donc, je ne pouvais pas défendre cela. Et du coup, quand j'ai vu la francophonie, l'OIF, je me suis dit, tiens, au moins quelque chose de concret. Donc, je me lançais. Je prends le téléphone, j'appelle. On me dit, vous êtes sûr que c'était une pub que vous avez suivie? J'ai dit, mais désolée parce qu'on a clôturé. Ça doit être une erreur de la chaîne. J'ai dit, vous êtes sûr? Qu'ils me disent, oui, c'est dommage parce que nous avons clôturé avec les inscriptions et là, on a déjà réuni les filles pour commencer dans quelques semaines. J'ai dit, ok. Et donc, cette nuit-là, je dors, je fais un rêve où je suis élue. Je dis ça souvent à la télé, que les gens disent que n'y croient pas trop, mais c'est une réalité. J'ai dormi et je me suis vue en train d'être couronnée Miss. Et je me réveille, je dis à ma sœur, écoute Ruth, je serai Miss. Et de toute façon, ma sœur, tout ce que je fais, tout ce qui est bien, elle me soutient. Donc oui, je te soutiens. C'est bon. Je dis, je vais y aller. Je me décide, je me dis, ok, je vais y aller. J'arrive, je me dis, voilà, je suis venue. Elle me dit, mais madame, avec vous, on a discuté, vous avez appelé et tout. Et je vois la coach, c'était une dame qui nous a coaché. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens l'envie de vous rendre, laissez-moi vous défendre auprès des producteurs. Ils disent, on va faire un test avec elle. Une fois que c'est bon, on l'apprend quand même parce que oui, il y a une fille qui doit être déclassée. Mais avant, vous avez eu des expériences comme dans nos écoles, les quartiers? Pas dans le quartier, à l'école. J'ai toujours été reine. Donc, où j'ai étudié au MEPCO, quand il fallait participer à un concours, j'étais toujours la reine. Je participais au concours, non pas parce que j'étais membre du gouvernement, mais j'en avais les potentiels. Donc, j'étais souvent reine et donc c'était un peu en moi. Je me disais, j'aimerais bien tout ce qui est routine, tout ce qui est prise de soins féminine, etc. J'aime bien, donc oui, je pense que je peux y aller. Et donc je défilais même chez moi à la maison. On avait un grand espace. Tout le temps, j'ai commencé à mettre les talons. J'étais toute jeune, petite. Je mettais déjà les talons à la maison. Je répétais avec les talons de ma mère et tout. Toute seule? Toute seule. Ce qui a fait que le jour où je suis allée répéter, j'étais toute choquée parce qu'ils m'ont donné une paire de 12 cm. Et j'ai fait un aller-retour avec, sans trébucher, à l'aise. Ils ont dit, tiens, tu as été mise. Je dis, non, juste à l'école et puis à la maison. On te prend. Ok. Alors, vous commencez le concours. Vous visiez vraiment ce poste-là? Non, je dirais que non, parce que j'avoue que j'avais eu un petit complexe. En arrivant, je réalise le nombre de pays représentés, je vois les filles. Et je me dis, est-ce que tu pourras? Peut-être pas. Mais bon, dans tous les cas, qui t'écoutent, ce dont tu as besoin, c'est justement de participer. Tu participes et tu vas assoupir un peu ton désir d'avoir été candidate. C'est suffisant. Et ensuite, on verra ce que ça va donner. Et donc, je me lance comme ça. Et puisqu'en fait, depuis l'école, bon, j'en parlerai lors de la drépanocytose, parce qu'il y a une histoire qui est liée quand même entre Miss Francophone et la drépanocytose. Il y a une liaison. Mais bon, je me suis dit, je peux ou ne pas être élue Miss, mais pourquoi je suis là, c'est pour apprendre. Soit j'apprends, soit je ne perds pas. Soit j'apprends, soit voilà, j'acquiers de l'expérience. L'expérience a été quand même bonne? L'accompagnement des parents également, parce que la sœur avait soutenu, mais pas le parent, parce que les parents ont toujours le dernier mot. Exactement, c'était un vrai défi, parce qu'il fallait justement convaincre. En famille, on avait souvent l'habitude de défendre tout ce qui est projet, tout ce qui est demande, même pour faire une demande, pour un cadeau, et tu dois défendre ta demande. Donc tu es un papa, je veux un biscuit. Non, tu dis pas ça comme ça. Donc tu es un papa, écoute, je pense que là j'ai faim et le biscuit va m'aider pour la bonne. Donc tu expliques. Et donc, fallait défendre. Donc, j'ai dit, écoute, papa, j'ai toujours voulu être Miss, tu sais, tu n'as jamais accepté. Parce que les études, la famille, c'était les études, l'église, l'école, l'église, les activités parascolaires, tout ce qui a trait à la science, rien d'autre.
les divertissements aussi, mais vraiment pas des sorties entre copines, etc. Et donc, du coup, je défends. Ma sœur m'aide, comme toujours. On crée un projet, on défend, on prête papa, on dit papa, écoute, là, il y a l'OIF qui est là, qui est l'organisateur, juste en partenariat avec les agences de mannequinat. Mais franchement, on sait avoir les deux choses dont vous avez besoin. Le côté scientifique est là, il y a le côté beauté où je me retrouve aussi. Donc, et il me dit, vas-y, défends ton projet. Et une fois, je l'appelle parce qu'il était à distance. Et il était avec ses amis. Donc, j'étais sur haut-parleur. Je défends, je dis, papa, tu sais, de la drépanocytose aussi, donc je vais pouvoir être une voix pour parler de la drépanocytose, en même temps des victimes de guerre, les filles qui se sont faites violer à l'époque en 2010 lors de la guerre, les femmes qui sont victimes de violences et tout, de viols, etc. Papa, il y a tout ça, mais personne n'en parle. Donc je pense que oui, ça va m'aider afin de pouvoir défendre ce côté, ces personnes. Et je pense que et ses amis ont dit à papa, mais franchement, faut qu'elle parte. Okay. Ils m'ont même aidé avec d'autres recherches, d'autres références sur la francophonie. Bah, vas-y, fais des recherches sur telle matière, tu vas pouvoir te démarquer, voilà. Et donc j'ai eu la bénédiction de mes parents. Et donc, alors vous êtes couronnée Miss francophone 2018, vous retournez à Kinshasa. C'était à Kinshasa. C'était à Kinshasa, ok. Vous avez remarqué le changement de regard vers le genre parce que c'était plus la même Kate d'avant. Exactement. C'est quand même la star. Est-ce qu'il y a eu un changement de regard de manière négative aussi? Oui, de manière négative. Ça commençait avant même que je ne sois élue parce que, comme je l'ai dit au début, le stéréotype des femmes Miss. Donc, je voulais en même temps redorer l'image de la Miss au sein de la société parce que je me dis, mais pourquoi toutes les femmes qui sont dans le mannequinat sont directement liées à des activités pas correctes, compromettantes? Pourquoi? Alors qu'il y en a qui ont juste cette envie-là depuis l'enfance, mais nous sommes normales, nous sommes des personnes. Je suis une fille avec beaucoup de valeurs, venant d'une famille chrétienne, avec tout ce qui est rationnel, mais il faudrait bien aussi que je participe et que je puisse marquer la différence. Et donc, mon objectif aussi était de redorer l'image de la Miss au sein de la société, chose que j'ai pu faire. Et après, le regard, c'était plus négatif. Bon, voilà, celle-là, elle va aller nulle part, quoi. Elle va arrêter d'étudier. Voilà, rien de bon. Voilà, comme toutes les filles, elle va se faire... je ne peux pas dire. Et quels sont les avantages que vous avez pu bénéficier de cette expérience de Miss? La notoriété. La notoriété parce que oui, à travers la notoriété, tu es entendu, tu es d'abord entendu. Parce que après, il y a des personnes, des partenaires, enfin il y a des gens qui, avant de vous entendre, vous êtes qui en fait? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Bah écoutez, je suis Miss francophone. Je suis pas Miss seulement, mais Miss francophone. Ça donnait du poids. Ça donnait du poids et voilà, partout où je devais me défendre. Donc hormis cela, je dirais aussi les avantages liés, bien évidemment, à une Miss, les honneurs, etc. Donc, je pense que tout était en parfaite harmonie pour pouvoir me laisser mon tremplin afin de réaliser mes objectifs essentiels et j'étais focus. Je savais où je partais. Est-ce que ça vous a coûté quelque chose comme le respect, les relations par rapport aux stéréotypes? Les femmes Miss sont souvent taxées des exhibitionnistes. Est-ce que ça a coûté le respect de gens envers vous? On dit tout haut, c'est ça? Oui, ça m'en a coûté. Ça m'en a coûté auprès de pas mal de personnes quand même. Mais en fait, vous savez, j'étais très choquée d'apprendre qu'il y avait des personnes qui pouvaient exprès vous déconsidérez, exprès, la personne se décide pas parce que vous lui avez donné une raison de pouvoir vous manquer de respect, mais parce que la personne a juste décidé, vu ce qu'il entend. J'ai reçu une phrase une fois, bah, qu'est-ce que tu veux montrer que tu es différente, vous êtes pareil. Ok. Vous savez ce que vous faites. Et donc moi, c'était une motivation, je me disais, ok, c'est pas grave. Parce qu'après, tu te dis, mais écoute... je ne suis pas censée courir derrière les gens. C'est des promesses qui doivent être réalisées. Mais après, je me dis... d'ailleurs, pendant le concours, il y avait le producteur, je n'oublierai jamais cette phrase. Le manager, plutôt, il disait, écoutez, on est là, que personne vous dise que parce que vous êtes belle, que vous serez élue, couronnée. Ce n'est pas moi qui vous couronne. Ce n'est pas le producteur, ce n'est pas l'organisation. C'est toute une équipe. Il n'y avait certainement pas des votes parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait plus de votes, celle qui a plus d'argent. C'était vraiment de manière équitable et on disait, écoutez, vous devez mériter.
Vous devez mériter cette couronne. Et donc, vous allez vous dire que parce que je suis gentille avec vous, mais le dernier jour, le compte est à rebours. Il y a une équipe qui revenait de la France, qui était membre du jury. Donc après, on ne vous connaît pas. Donc, ne vous dites pas que parce que je suis gentille avec vous, vous aurez des opportunités. Rien du tout. Et donc, moi, j'avais ça. Moi, je me disais, c'était un boost. Je me suis dit, ça, c'est très bien. Donc, ça vient d'eux. Parfait. Et donc, voilà. Alors, ça fait maintenant 6 ans que vous êtes présidente d'une ONG qui s'occupe des enfants, pas seulement des enfants, qui s'occupe de la drépanocytose ici à Kinshasa. Comme j'étais en train de le dire, c'est quand même un combat très difficile. Pourquoi vous avez choisi ce domaine-là? C'est un combat très difficile, j'avoue. Pourquoi j'ai choisi ce domaine? Parce qu'en fait, je suis victime. Je suis une victime indirecte pour avoir perdu un frère. Il est décédé en 2015, David Ngwanza, d'heureuse mémoire, à l'âge de 10 ans. Et c'est en fait sa mort qui a été un déclic parce qu'en étant en vie, je ne l'ai pas su, je l'ai su le mois où il est décédé justement. Pourquoi? Parce que c'était une maladie silencieuse. Donc les parents ne voulaient pas en parler. Les parents l'ont su depuis son jeune âge, mais ils ne voulaient pas nous en parler pour ne pas que nous ayons peur. Parce que oui, la drépanocytose, je dirais, c'est mieux de dire l'anémie SS, parce que là, les gens se rappellent un peu plutôt que la drépanocytose. L'anémie SS, Bana SS, Bazalaki Bandoki, donc on dit c'est des fantômes et tout le reste. Mais les parents ne voulaient pas que mon petit frère soit victime de tout ça. Vu qu'il avait une très bonne prise en charge, donc c'était à peine que tu pouvais remarquer que c'était un drépano. Déjà, moi, on n'a jamais remarqué. Même les membres de la famille, personne n'avait remarqué. Alors, il décède et vous décidez de créer l'ONG. Ce n'était pas sous les coups de l'émotion? C'était sur le coup de l'émotion et de la tristesse. En fait, c'était une révolte. Je dirais que c'est une révolte parce que le mois où il décède, c'est notre maman qui nous apprend. On se dit, mais moi, nous étions tous d'une même école, au MEPCO, et donc du coup, j'étais membre du gouvernement, et c'était nous qui placions des lois, des règles, et tout ça, nous présentions auprès des directeurs. Et je voyais des enfants SS. Puisque j'étais membre du gouvernement, donc lorsqu'un enfant fait une crise, et ben on vous appelle et vous faites d'alerte, vous alertez la direction, vous trouvez le moyen. Et donc j'en voyais plusieurs. Et depuis toute petite, je suis altruiste. Toute la famille. Donc on a ce cœur-là de pouvoir aider les autres, pas seulement financièrement, on parle de l'énergie, de la volonté, on a ce cœur-là, la main sur le cœur. Et du coup, ça me faisait toujours mal de savoir que les enfants étaient SS, ça me faisait mal, sans savoir que j'en avais un sur mon toit. Alors que je prenais soin des autres, je me disais, mais c'était quoi cette maladie qui transforme? Mais bon, ok, heureusement, chez moi, on n'a pas. Et mon petit frère décède. C'est une surprise désagréable. Mais il en était un. C'était une révolte. Pourquoi il devait mourir? Pourquoi il était si jeune, plein d'avenir? Il avait beaucoup de rêves. Il était très responsable à l'âge de 10 ans. On l'appelait papa, le roi. Donc, il avait beaucoup de rêves. Et voir que tout est parti... C'était une vraie déception et je me suis dit, cette maladie, on doit en parler et qui d'autre si c'est pas moi qui en suis victime. Comme je le disais, c'est un combat difficile, mais au-delà d'être difficile, c'est coûteux également. Vous démarrez l'ONG, vous aviez de moyens, vous avez bénéficié d'une subvention du gouvernement, de partenaires. Comment vous avez pu démarrer? Oui, c'est un combat très coûteux. Parce que la drépanocytose, c'est une maladie qui coûte énormément dans la prise en charge, justement, parce que les produits pharmaceutiques coûtent énormément cher. Et donc, comme j'ai dit au début, j'ai été Miss. Donc, c'était justement l'une des choses à l'école, déjà avec les actions que je menais à l'école. Donc, j'essayais déjà de mettre de côté un peu d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins. Et tous les produits que mon petit frère avait laissés quand il est décédé, j'avais tout ramené à l'école. J'ai expliqué au directeur que voilà, il était drépano, donc je préfère offrir ces médicaments. Je n'avais pas de moyens, je me suis dit, quand j'ai vu le concours, je me suis dit, là, je vais vraiment essayer de participer. Comme ça, tout ce que je vais recevoir comme avantage, argent, je vais investir dans la drépanocytose. Et c'est ce qui a été fait. Quand j'ai été élue, j'étais à Mabanga, à l'hôpital mixte de l'anémie SS. Et donc, c'était bien au début, quand j'étais encore Miss. Donc, avec ce que j'avais gagné, j'ai pu avoir. J'ai dû orienter dans la lutte. Et au début, c'était des partenaires à cette époque-là? J'en avais pas. Je dirais que j'en ai eu des promesses qui n'ont pas été réalisées. Mais pourquoi vous étiez aussi déterminée que ça? Parce que vous êtes jeune, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de fois d'être indépendante, mais quand même ce que vous gagnez, vous le orientez dans un domaine qui ne va pas
qui n'est pas rentable pour vous, en fait. Pourquoi vous le faites? Déjà, je n'aime pas abandonner. Lorsque j'ai un objectif à atteindre, je suis focus et déterminée sur ce que je veux. Il y a mon père, oh excusez-moi que je parle toujours de mon père, parce que c'est une vraie école. Et il dit toujours, quand vous voulez prendre une décision dans la vie, pensez à deux choses. Ce qu'en pensent vos parents et ce qu'en pense l'État. Ce qu'en pense, Dieu et l'État. Et si vous suivez dans la Bible, puisqu'on est chrétien dans la Bible, si Dieu ne l'interdit pas, vous êtes dans la bonne voie. Et vous regardez si l'État ne l'interdit pas. Allez-y, foncez, que personne ne vous arrête. Et voilà, donc quand je me suis dit, bon là, que dit la parole de Dieu? Eh ben, il faut aider. Et surtout que je suis victime, il faut en parler, il faudrait arrêter l'hémorragie, il ne faudrait pas que les autres familles vivent ce que nous, on a vécu. Et que dit la loi? Eh ben, rien. L'État n'en parle même pas. Je me dis, ok, dans ce cas, je serai la première. Déterminée. Quand je pensais à mon petit frère, à sa mort, je me suis dit non, rien ne m'empêchera. Même quand je voulais arrêter, je me suis dit non, Kate, écoute, tu n'abandonnes pas, il faut que tu fonces. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Difficultés financières. J'en ai eu beaucoup parce que après que j'ai cédé ma couronne, avec plusieurs projets qu'il fallait réaliser, donc je me suis retrouvée à court de moyens parce que j'avais vraiment, je me suis retrouvée à court de moyens. Et donc, j'ai commencé à chercher des partenaires, mais fort malheureusement, on me donnait la même réponse comme quoi la drépanocytose, c'est pas connu. L'OMS n'en parle pas, enfin, c'est pas qu'on n'en parle pas, mais en RD, c'est pas assez souvent. Et cette maladie n'est pas connue et elle n'est pas subventionnée. C'est pas comme le sida. Mais pourtant, elle est là, pourtant, elle tue. Mais je vous assure, elle est si bien parmi nous. Vraiment, elle est plantée, enracinée. Mais imaginez que la RDC, nous sommes le 3e pays au monde, après l'Inde et le Nigeria. Nous avons 75% de porteurs de trait. Malheureusement. Donc les AS. Donc nous sommes... la drépanocytose, elle est partout là. Donc voilà, et donc je me suis dit... C'est la réponse que je recevais. Je me suis dit, bon, ça sert à rien. Je ne compterai plus sur les gens, je compte sur ma famille. Et puis voilà, de toute façon, c'est mon engagement. Et les portes sont toujours ouvertes pour les partenaires? Non. En tout cas, je dirais que c'était la première fois mon activité qui s'est tenue le 21 juin. C'était la première fois que j'ai un partenaire. J'ai eu un don de la salle. Et donc, j'ai eu une marraine, Madame Bernadette Poundou, qui a accepté de parrainer l'événement en rendant disponible l'espace. Donc, c'était la première fois d'avoir un partenaire. Je n'en ai jamais eu. Et quelles sont les vraies missions en fait, pratiques de l'organisation? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ok, nous travaillons dans deux axes essentiels, dont la prise en charge et la sensibilisation. La sensibilisation, c'est de manière globale afin de réduire le taux des enfants naissant avec la forme homozygote SS, la drépanocytose, limiter la naissance de ces enfants. Et la prise en charge, c'est nous fournissons une prise en charge médicale, financière et matérielle, nutritionnelle, éducationnelle, parce que nous réadaptons, nous aidons les drépanos à s'intégrer dans la société. Donc voilà nos deux piliers essentiels de l'ONG. Et vous avez l'idée de combien d'enfants qui ont pu bénéficier de cette prise en charge chez vous? Bien sûr. Au début, nous en avons eu 100. Nous avons eu 100 enfants avec différents besoins parce que nous nous sommes dit, ok, je ne peux juste pas présenter la drépanocytose du côté de la maladie dangereuse. C'est vrai qu'elle l'est. Mais il faudrait aussi montrer le bon côté de choses. Parce que oui, il n'y a pas que la mort dans la drépanocytose. Parce qu'elle n'est pas une fatalité. Ah oui. Donc du coup, j'insiste sur le fait qu'elle ne soit pas une fatalité. Auprès de drépanos, j'insiste que, écoutez, vous pouvez être drépano, mais vous devez vous intégrer dans la société. Vous êtes comme moi, hein. Donc il n'y a pas d'excuse, aucune barrière pour une personne qui est déterminée. Ne vous mettez pas de barrière et que personne ne vous fasse croire que vous êtes nul. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut investir dans la formation de ces dernières. Ah oui. Alors que j'ai retrouvé plusieurs enfants, mais intelligents. C'est pas parce que ce sont mes enfants. Je pense que même les personnes qui nous suivent, qui connaissent... Mais généralement, ils sont toujours intelligents, bizarrement. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, heureusement que vous en savez quelque chose. Les drépanos sont très intelligents. C'est une chose que je ne comprendrai jamais. Je pense que c'est un don que Dieu a particulièrement déposé à ces personnes-là et c'est magnifique. Ils sont intelligents. Et je rencontrais des enfants qui avaient 10 ans, mais qui n'ont jamais été sur le banc de l'école. C'était un véritable choc. Je me suis dit, mais pourquoi les parents disaient, maman, nalinga qui n'a mais comme maman est athée. Parce que tu gardes l'argent pour les frais, ils vont tomber malades. Ça ne provient pas, c'est une maladie imprévisible. Ça ne provient pas. Il y a des crises qui sont très cycliques.
très cycliques et très... ce sont des crises quotidiennes, en fait. Donc, tu ne sais pas t'y attendre. Il faut toujours avoir de l'argent de côté. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas grave, on va se lancer. C'était pendant la gratuité de l'enseignement, on a essayé de voir, parce qu'ils sont tous dans un même périphérique vers NCLE. Je me suis dit, il faudrait trouver une école NCLE. Ça m'a aidé parce que je me suis dit, ok, c'est une commune qui est assez éloignée, les personnes sont stigmatisées, discriminées. On va essayer de trouver une école ici. Bon, après, j'ai pas pu trouver dans la gratuité, malheureusement, et je suis allée dans une école privée. Et donc, j'ai inscrit ces enfants-là. Les promoteurs m'ont aidé à me dire, ok, on va les prendre différemment, ils seront traités différemment, parce que oui, ils ont besoin d'un traitement différent. Et le tout sur vos propres frais? Sur mes propres frais, oui. Alors, je vais vous demander de prendre 2-3 minutes. Vous allez regarder cette caméra-là. Vous allez vous adresser premièrement à la population. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation autour de cette maladie. Vous allez prendre ce temps pour sensibiliser la population et deuxièmement, vous adresser à ces drépanocytaires qui sont à la maison, qui sont réticents, qui se disent être inutiles, qui n'arrivent vraiment pas à intégrer la société. C'est parti. Alors, je préfère commencer par les drépanocytaires qui me suivent. Je l'ai dit toujours dans mes interventions que la drépanocytose n'est pas une fatalité. Certes, c'est une maladie, c'est un handicap physique, un handicap génétique, j'allais dire. C'est une malformation génétique, mais ce n'est pas une fatalité. Et donc, ne vous sous-estimez pas. Vous devez vous intégrer. C'est vrai que nous sommes dans une société qui est assez ingrate, où on ne reconnaît pas souvent les efforts des gens, mais écoutez, n'attendez pas que les personnes viennent vous booster. Si vous pouvez, intégrez-vous, imposez-vous dans la société, parce qu'il n'y a aucune barrière. Peut-être drépano, mais être président de la République, être drépano, être membre du gouvernement, et bien plus encore, entrepreneur, et tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune barrière. Rêvez et poursuivez vos rêves. Et parce que oui, il n'y a aucune barrière, que personne ne vous arrête. Et donc, aimez-vous vous-même. D'abord, l'amour personnel, c'est très important. N'attendez pas l'amour des autres. Parce qu'après, au final, on n'en a rien à faire. Faites-vous confiance, aimez-vous, entourez-vous des personnes bien. Et donc, il y a pas de barrière. Et pour les personnes saines, comme on les appelle, les personnes non drépanocytaires, aidez les drépanocytaires si vous le pouvez, pas seulement financièrement, mais de le point de vue mental. C'est très important. Il faut que le Congolais arrête la stigmatisation. Il ne le mérite pas. C'est des personnes normales comme vous et moi. Et donc, s'il vous plaît, faites-vous dépister également. Parce que c'est le slogan de l'ONG, c'est qu'une génération sans drépanocytose, elle est possible par un dépistage, par une sensibilisation efficace, une information continue et accessible. Il faut que vous fassiez dépister. C'est le seul moyen de pouvoir sauver une génération. Et ben parce que quand plus vous faites dépister, vous sauvez les vies, vous limitez la propagation de cette malformation génitale. Donc voilà. Alors, merci pour ce beau message. Est-ce que ce combat a de répercussions plutôt sur votre vie personnelle? Beaucoup de répercussions sur ma vie personnelle parce que je suis une personne qui a assez subi des coups. Parce que en perdant mon petit frère, c'était un grand coup et je perds ma mère en 2023. Ça fait beaucoup trop de coups dans ma vie comme ça et je perds des enfants chaque année. Alors, pour aider les autres, comment vous avez pu vous relever de tous ces coups-là? Parce que pas généralement, mais il y a d'aucuns, lorsqu'ils reçoivent de coups, ils décident d'abandonner carrément. Comment vous avez pu vous relever? Alors, comment j'ai pu me relever? Parce que j'ai cette façon de transformer mes douleurs en opportunités. J'en fais quelque chose. Ah oui. Parce que oui, on est touché. Et alors, les douleurs, les problèmes arrivent à des personnes. La vie, elle est faite, la vie elle est faite de problèmes. Et l'être humain a été fait pour subir des problèmes. Mais est-ce qu'il faudrait s'éterniser sur les problèmes comme les gens disent, on vous offre des citrons, et ben faites-en une limonade. Donc tout ce que je reçois comme coup, et ben je le transforme en opportunité. Je me dis, ok, je fais toujours référence à la Bible. On n'est pas en train de prêcher là, mais je préfère quand même. C'est un verset qui vraiment est une lumière pour moi. C'est que en Matthieu, il est dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Et donc quand tu te dis, les inquiétudes, les problèmes ne rajoutent aucune coudée à la durée de ta vie. Au contraire, ça réduit tes jours. Parce que plus tu as des problèmes, plus tu es triste, tu te crées des problèmes d'estomac, des problèmes de santé et qui t'emmènent vers la mort. Et donc,
je surmonte souvent mes problèmes. C'est ce que je conseillerais à tout le monde. Donc, quand je suis... Parce qu'il m'est arrivé de me dire, là, mes enfants meurent. J'en peux plus. J'ai trop de pollution. J'ai perdu ma mère. J'ai besoin moi-même. J'ai besoin d'avoir une épaule. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi. J'ai besoin qu'on me prenne en charge. Après, je me dis, écoute, la vie, c'est ça. Donc, écoute, tu te relèves. Et tu transformes tes douleurs en opportunités. Et voilà, je lutte. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Magnifique. Alors, 3 choses qui qualifient le mieux Kate Ngwanza. 3 choses, c'est que les banques, je pense que oui, on me le dit depuis toute petite. J'étais toute gentille, hein, j'ai pas dit ça au début. Je l'ai dit donc, dans mon enfance. J'étais une enfant très gentille, très accueillante, la plus gentille de la famille, quoi. Donc, je pense que je garde encore ce côté de moi et la gentillesse, le bon cœur, l'altruisme. Et voilà. Et est-ce que vous pensez que toutes ces personnes qui vous ont côtoyé auront le même langage à votre égard? Oui, ils sont Vous êtes obligés. sûr? Ils sont obligés. En fait, je vais plutôt dire, je suis une personne avec des défauts. Quoi de plus normal? Je suis humaine. Donc oui, j'ai plein de défauts aussi. Mais je dirais, je mets plus en avant mes qualités que mes défauts. Parce que les qualités, ça sort en fait naturellement. Oui, je pense pas que mon entourage dira le contraire. On va vous surprendre. Ok? De Kate Ngwanza, l'élève, l'étudiante, la miss, la maman des Drépano, il y a quand même quelques personnes qui ont été heurtées par vous, Ok. mais qui veulent régler le problème à l'amiable. Alors, ils nous ont choisi... Heurtées? Ah oui, Ok. j'arrive. Ils nous ont choisi d'être médiateurs de ces problèmes-là que vous n'avez pas voulu régler à l'amiable. Aujourd'hui, je crois que ce sera la fin de ce problème. Je vais vous inviter à regarder de l'autre côté. Vous allez entendre ces personnes et on va revenir juste après. Ok. C'est parti. Madame la présidente de la Voix des Drépano, très chère sœur, je profite de cette belle émission pour te glisser quelques mots d'encouragement. Je ne le dis peut-être pas souvent, mais sache que je t'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'estime pour ce que tu fais. Ce combat que tu mènes est un combat très noble. Au début, quand tu as commencé, bon, à la limite, personne n'y accordait d'importance. Hein. On se disait, oui, c'est un... Moi, en tout cas, personnellement, j'avais dit que c'est de l'émotion. C'est normal, tout comme nous tous, elle aimait beaucoup notre défunt frère. C'est lui qui nous a rendu justement des victimes indirectes. Et puis, je disais que c'est juste des émotions, mais après, ça va te passer. Mais c'est plusieurs années après que j'ai vraiment réalisé que c'était un combat que tu portais à cœur. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une vision qui a été portée par plusieurs personnes et qui se développe. Et beaucoup de cœurs, beaucoup de vies sont touchées à travers ce que tu fais. Que Dieu te bénisse abondamment, qui t'accorde beaucoup de force. Franchement, va de l'avant. Il ne faut vraiment pas te décourager. Je sais, je pense encore à tes débuts. Comment tu te plaignais, tu disais, mais personne n'y accorde d'importance. Je cherche à rencontrer les autorités. Personne n'y accorde d'importance. Mais aujourd'hui, au fait, je me souviens de quand tu as décidé quand tu as pris la décision de ne plus aller vers les gens, de poursuivre ton combat seul, avec tes propres moyens, et de vraiment le faire en dehors des caméras. Parce que c'est quelque chose que tu portais à cœur et pour laquelle, tu n'avais pas besoin de visibilité ou d'approbation de qui que ce soit. Aujourd'hui, grâce à Dieu, de plus en plus des personnes ont la force de témoigner et de plus en plus les gens sont emballés et te suivent dans ce combat parce que justement tu y as mis du cœur, parce que ce qui vient du cœur va droit au cœur. Que Dieu te donne beaucoup de force, que tu continues de soutenir ces enfants que tu scolarises, ces enfants pour lesquels tu prends en charge de soins médicaux, ces enfants à qui tu donnes beaucoup d'amour. Que Dieu continue de te donner beaucoup de force, des moyens, la capacité, surtout le courage et l'audace de ne pas arrêter. Va de l'avant et nous on te soutiendra toujours. Je serai toujours derrière toi pour n'importe quelle initiative et je serai toujours là pour t'encourager et toujours pour accompagner tout ce que tu vas faire. Va de l'avant, que vive la Voix des Drépano, qu'elle dure éternellement et que des milliers d'enfants se retrouvent à travers cette structure et surtout que beaucoup de parents soient sensibilisés et décident de faire le dépistage, de communiquer suffisamment pour que réellement nous puissions avoir une génération sans drépanocytose comme tu le dis toujours. Bisous. Hello, Miss Kate, la maman de ces joyaux, comme j'aime bien t'appeler, la maman des Drépano. Alors, je viens par cette petite vidéo pour te dire combien j'admire la femme que tu es devenue. Une femme très courageuse, très ambitieuse et surtout très déterminée.
En tout cas, que l'Éternel Dieu soit au centre de tout ce que tu fais. Continue d'avancer un pas vers l'autre jusqu'à ce que tu arrives à ton sommet. My God, continue to bless and protect you. I love you so much. Je t'envoie plein d'exemples positifs. Et surtout, n'oublie pas tes capacités, ta qualité de surmonter les obstacles. Je me souviens en 6e année, quand on a raté nos bacs, tu m'as dit, Ketia, arrête de pleurer. De toutes les façons, on est encore si jeunes, nous allons reprendre et nous allons réussir. Et voilà, on a réussi. Aujourd'hui, tu es devenue un exemple à suivre, une femme très déterminée, une femme remplie d'ambition. Que l'Éternel Dieu soit au centre de tout ce que tu fais. Je t'envoie plein de succès, plein d'amour. Bisous, je t'embrasse très fort. Bonjour, je réponds au nom de Dorcas Moussambaka Bongo, membre de l'ONG La Voix de Drépano. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ces moments pour exprimer quelque chose que je garde en moi il y a bien longtemps. Miss Kate Ngwanz. Je ne sais pas trop par où commencer, mais je devais te dire ce que je ressens. Il fallait que je te déclare ma flamme. Tu es quelqu'un de vraiment spécial. Depuis 4 ans, tu m'inspires par ta bonté, ta générosité, ta lumière. Tu fais du bien autour de toi sans même le réaliser. Je ne veux pas te forcer, je veux juste que tu saches que tu comptes beaucoup pour moi. Merci d'être cette belle personne, Miss Kate. D'ailleurs, je pense que tout le monde peut en témoigner. Tu es un cadeau du ciel. Je t'aime fort, Miss Kate. Bisous. Ton courage et ta détermination remplissent mon cœur de joie, ma fille. La parole de Dieu nous dit en Actes chapitre 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Imaginez-vous ces actes de générosité que vous êtes en train de poser. Ils sont liés à la parole de Dieu, font partie de la volonté de notre Père Céleste. Vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes la réponse de ces personnes-là atteintes de cette maladie. Vous êtes la réponse aux parents de ces enfants qui, souvent plongés dans le désespoir, souvent démoralisés, soumis au triste sort de leurs problèmes. Ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'ils veulent. C'est pourquoi je te dirais de ne jamais laisser une personne te dévaloriser, parce que depuis ton enfant, tu étais toujours attaché aux bonnes œuvres, tu étais attentive au malheur des autres, tu ne laissais jamais passer quelqu'un qui plairait, et donc tu as ce don-là. Je crois que tu y arriveras, parce que tu as cette capacité, tu as les habiletés d'en arriver jusqu'au point de réaliser ton rêve. Je sais de quoi je parle, ma fille, parce que moi, en tant que votre père, je suis victime. Et donc, je connais cette souffrance, je connais cette douleur. Alors, je t'encourage d'aller de l'avant, parce que c'est Dieu qui te récompensera. Continue à confier en ce Dieu que tu connais depuis ton enfance, compte sur ses promesses, mais également compte sur mon soutien en tant que ton père, parce que je suis là pour toi. Bon courage, que Dieu te bénisse. Merci, ma chérie, c'est papa. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à toutes ces déclarations, ces bonnes déclarations et touchantes surtout? En fait, là, déjà, mon cœur bat à 200 à l'heure. En fait, je ne pouvais vraiment pas imaginer que vous seriez capable de faire ça en pleine émission. Franchement, je suis très émue. Je suis très émue. Oh oui, oui. Je suis très émue. Je suis agréablement surprise. J'avoue que c'est pas correct de me laisser pleurer sur le plateau quand même. Merci beaucoup. Voilà, je vous avais dit. Et je pense pas que mon entourage dirait le contraire. Mon père, il a tout dit. Franchement, voir ma famille, j'ai pas arrêté de parler de ma famille là depuis le début. Ma sœur, Ruth, mon père,
ma mère de heureuse mémoire et tous mes frères. Franchement, c'est une source de bénédiction, c'est une vraie motivation. Ma famille, elle est tout pour moi. Et voir ma meilleure amie là, franchement, c'était cerise sur le gâteau, très belle surprise. Merci en tout cas. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va terminer avec la dernière rubrique. C'est intitulé « En vérité ». En vérité, pourquoi? Parce que, vous savez, pour des personnes qui sont connues, qui mènent des actions très admirables, il y a toujours des choses qui se disent à gauche et à droite. Certainement des choses sur lesquelles elles ne se prononcent presque pas. Alors, cette rubrique va donner de la lumière. Ça vous donnera l'opportunité de vous prononcer sur ces choses-là pour éclairer la lanterne de gens. Vous allez répondre mais avec votre main sur le cœur pour nous certifier que ce qui sort de votre bouche n'est rien que la vérité. On peut y aller? Il fallait me prévenir que ça aurait été un tribunal. Votre main sur le cœur, on y va. Ok. Alors, en vérité, Kate Ngwanda est une maniaque de la perfection. Tellement maniaque que, de fois, c'est très difficile de travailler avec elle. Je reprends par oui ou vrai ou faux? Vrai ou faux, oui. Votre main sur le cœur. Vrai. En deux, en vérité, Kate Ngwanda est une personne colérique, mais pas rancunière. Ah, c'est très colérique, c'est un défaut. Oui, alors, vrai. Vous avez le temps de vous expliquer. J'ai le temps de m'expliquer. Oui. Bon, je commence par la première. La première, c'était... Votre attachement à la perfection. Quoique, je n'y atteins toujours pas. Mais oui, je suis attachée aux belles choses, à la perfection. J'aime bien que les choses se fassent. Soit elles ne se font pas, soit elles se font, mais si elles doivent se faire, mais de manière correcte. Oui. Donc, deux fois, mon collaborateur, le secrétaire général de l'ONG me reproche toujours ça. Je dis, mais Kate, mais bon, c'est comme ça, c'est vrai. Colérique. Mais pas rancunière. Non, moi franchement, rancune, là, dans ma famille, ça n'existe pas. On n'a pas le droit d'être rancunière. Par contre, colérique, là, c'est quelque chose. C'est mon premier défaut. C'est le défaut que je dis à tout le monde. Je suis très colérique. Je suis très allergique, en fait. Je me fâche très rapidement, mais à peine ça peut partir, donc c'est bon. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous avez encore l'opportunité de vous adresser à la jeune fille qui vous regarde, qui vous admire, qui admire vos actions. C'est parti. Si je m'adressais à la jeune fille, eh ben, je dirais que la vie, elle n'est pas facile en soi. La fille, elle est faite de surcharge de temps et des problèmes. Mais écoute, mais s'il y a une chose que les femmes, les jeunes filles doivent retenir, c'est que il faut vivre pour soi. Il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut pas entendre écouter les gens. Parce que les gens, oui, ils parlent toujours. Les gens, ils parlent toujours. Il faut avoir des rêves. Il faut poursuivre ses rêves. Il ne faut surtout pas abandonner. Certes, il y aura souvent les bâtons dans les roues. Il y aura des gens qui essaieront de vous faire croire que ce que vous voulez entreprendre ou votre décision elle n'est pas correcte. Mais comme je l'ai dit au début, souvenez-vous de deux choses. Que dit la parole de Dieu sur une décision que vous voulez prendre et que dit la loi. Si les deux sont mis en harmonie et que vos parents sont d'accord, eh ben allez-y. Il n'y a aucune barrière pour une femme. Pour les femmes, puisque je m'adresse aux femmes, la femme, c'est un déclic de développement et de l'épanouissement pour la société. La femme, elle donne la vie, elle s'est pérennisée, elle s'est donné de la vie, la naissance, elle s'est rendre la terre fertile. Et donc, vous êtes une femme, vous avez plein d'opportunités, surtout le jeune. En étant jeune, c'est un trésor d'être jeune. Vous avez des rêves, poursuivez-le, ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas. Malgré les problèmes, malgré les embûches, malgré les hauts et les bas, et ben la vie, elle est comme ça. Il faut prendre sur soi. Moi, j'en ai l'habitude, je prends sur moi et je me surpasse, je surmonte les problèmes. Parce que oui, on aura toujours. Donc, foncez, ne vous arrêtez pas, que rien ne vous arrête. Magnifique parole. Merci d'avoir répondu à nos questions, surtout à notre invitation. Merci beaucoup. Et on vous souhaite plein de succès dans votre ONG et dans tout ce que vous entreprenez. Merci. Est-ce que je peux dire une dernière phrase? Allez-y. Merci à vous, Madame Emeline. J'avoue que c'est la première fois de toute ma vie d'avoir cette séquence en pleine émission. C'est une belle initiative et merci pour votre invitation. Merci à vous. Merci pour le travail abattu. Merci pour la qualité de l'émission. Elle était parfaite. Merci à vous pour merci beaucoup. Les questions. Tout était bien. En tout cas, beaucoup de courage dans ce que vous faites. Très bon travail. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe de Admirable et surtout merci à vous, chers admirateurs. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.